Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est toujours pour moi une joie sans cesse renouvelée que de vous retrouver dans cette plateforme à partir de laquelle on dispense des cours à distance dont le seul objectif est de profiter à tous sans exception aucune, bien sûr. Enseignement à distance qui nous est imposé par cette bombe atomique biologique que l'on appelle le Covid-19, que Dieu nous en préserve tous. Ceci dit, j'ai toujours tablé, j'ai toujours insisté sur l'activité de production écrite. Pourquoi? C'est une activité difficultueuse par rapport à l'activité d'étude de texte. C'est également une difficultueuse par rapport à la langue. Et les difficultueuses, ça veut dire qu'il présente un certain nombre de difficultés au niveau bien sûr de la forme, mais au niveau également de la méthodologie. Donc, comme d'habitude, comme autrefois bien sûr, on va traiter un sujet de réflexion qui invite le destinataire à donner un avis personnel à partir d'un thème proposé sous-jacent aux œuvres, au programme. Alors, le sujet, il est là. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants, déclare un éducateur. Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous présenterez votre point de vue sur ce que devrait être le rapport parent-jeune en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. La première étape dans l'analyse du sujet, c'est d'abord le traiter. Il faut commencer avant tout, méthodologiquement parlant, il faut commencer par traiter le sujet. Et pour le traiter, il est recommandé d'abord de repérer le thème. Donc, une lecture simple soit-elle du libellé du sujet nous fait dire que le thème proposé, c'est le rapport parent-enfant. On peut dire également tout simplement l'éducation des enfants. Pourquoi? Nous avons d'un côté les parents et nous avons de l'autre côté les jeunes enfants. Donc ici, on met en évidence le rôle éducatif des parents envers leurs jeunes. Mais le sujet, il est en train peut-être de problématiser ce rapport entre les parents et leurs jeunes enfants à travers l'information suivante: les parents, s'il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leurs jeunes enfants. Alors pourquoi il est essentiel de repérer le thème? D'un côté pour ne pas risquer un hors-sujet, et sinon pour ne pas risquer un contre-sujet, bien sûr. Donc il faut d'abord repérer le thème, mais également il faut décomposer tout le sujet. Je n'ai jamais cessé de dire que, quelle que soit la longueur d'un sujet de réflexion, il ne comporte toujours que deux parties. Il y a la première partie, mais il y a la deuxième partie. Alors, voyons de quoi s'agit-il quand on parle ici de la première partie. La première partie se présente sous la forme d'une déclaration. C'est la déclaration d'un éducateur, bien sûr, un éducateur anonyme. Qu'est-ce qu'il nous montre? Nous avons des indices typographiques, à savoir les guillemets. Par conséquent, cette déclaration, c'est une citation, mais c'est également une citation qui renferme un point de vue en rapport étroit avec le thème qu'on vient bien sûr de dégager. La deuxième partie, en fait, il s'agit ici arrête de décider. Donc on peut s'arrêter un peu sur le terme décider. De quoi les parents sont invités à arrêter de décider? Ce sont des exemples parmi d'autres. Arrêter de décider à propos des études de leurs enfants, de leur fréquentation, de leur goût personnel, de leurs loisirs. Ont-ils raison ou tort? C'est ce qu'on va essayer de démontrer par la suite. La deuxième partie, c'est la consigne. Alors, c'est quoi une consigne? C'est une tâche à faire. Donc, quelle que soit la longueur d'un sujet de réflexion, il ne comporte toujours que deux parties. La première partie et la deuxième partie qui est une consigne. Donc, pour maîtriser la consigne elle-même, il convient de la décomposer. Pourquoi? Plus on décompose un tout, plus on le maîtrise. Alors, la consigne nous invite à donner un avis personnel, à se prononcer soit en faveur, soit en défaveur de la déclaration de l'éducateur anonyme. Donc, implicitement, est-ce que vous partagez
cette idée. Donc il y a ici une idée, un avis. D'un point de vue argumentatif, il y a 3 réactions. On peut dire oui. Et là, on va être dans une démarche énumérative. On peut dire non. On va être également dans une démarche énumérative, mais qui critique un peu, qui se démarque un peu de l'affirmation de l'éducateur. Mais on peut être également dans une démarche binaire, c'est-à-dire je suis à la fois d'accord et je suis en même temps contre cette affirmation. Là, je m'arrête également sur texte d'une vingtaine de lignes. Alors pourquoi c'est important de s'arrêter à propos de ce syntagme? Tout simplement parce que beaucoup d'apprenants, ils s'interrogent, ils se demandent s'ils doivent par exemple écrire une production écrite en une trentaine de lignes ou bien 16 lignes, donc ils sont un peu désorientés, déboussolés. Alors il faut être dans le juste milieu, donc ce qui est conseillé, ce qui est recommandé, une vingtaine de lignes avec une marge de plus de lignes, avec une marge de moins de lignes, pourquoi pas. Nous avons également, vous présenterez votre point de vue personnel. Alors ici, votre, c'est un indice d'énonciation qui implique directement l'apprenant dans le thème du sujet, dans le problème posé par le sujet d'une manière directe ou indirecte, peu importe. Il va donc, le point de vue qu'il va donner, il est strictement personnel, il n'engage que lui, mais c'est un point de vue qui doit être appuyé par des arguments. Et bien sûr, quand on donne des arguments, quand on propose des arguments, on préfère qu'ils soient pertinents. Généralement, on peut faire la différence entre des arguments forts et des arguments faibles. Il faut s'efforcer à donner des arguments forts. Pourquoi? Plus l'argument est fort, plus il est pertinent, plus il est convaincant. Ces arguments sont liés également étroitement à des exemples. Donc là, on va être en présence d'un schéma argumentatif général qu'on rencontre toujours dans les consignes qu'on donne pour la production écrite de l'examen normalisé ou bien de l'examen régional. Ça veut dire quoi? C'est une sorte de constante, c'est une sorte d'invariant, comme le disent quelquefois les mathématiciens. On trouve point de vue, argument, exemple. Alors, ce schéma argumentatif général, il nous invite à faire une opération mentale. Point de vue, c'est-à-dire il faut penser. Donc il y a tout un travail de pensée à l'œuvre. Des arguments, c'est prouver l'efficacité du point de vue que je vais proposer. C'est-à-dire si je suis oui, si je suis avec non, si je suis à la fois oui et non, là je vais bien sûr prouver ma position personnelle et je vais illustrer cette position et ces arguments par des exemples précis. Donc, il y a ici un rôle d'illustration. Ça, c'est la première étape dans notre réflexion. Et la deuxième étape dans notre réflexion, c'est d'abord définir une position par rapport à la déclaration de l'éducateur. Ensuite, chercher des arguments, c'est-à-dire développer un argumentaire. Alors, la deuxième partie dans l'élaboration de ce sujet n'est pas moins importante que la première. Pourquoi? Parce qu'il consiste à développer un argumentaire qui s'appuie déjà sur une prise de position personnelle par rapport à l'affirmation initiale de l'éducateur. Alors, nous avons ici plan de travail et recherche des arguments. On va essayer de confronter deux thèses. La première thèse qui dit oui, les parents doivent arrêter de décider à la place de leurs jeunes enfants. Alors là, on fait quoi? On donne raison à l'éducateur, pourquoi pas? Et on insiste toujours sur le lien logique de la justification. On va justifier pourquoi on lui donne raison. Alors nous avons un ensemble d'arguments. Le jeune peut décider du chemin à suivre en fonction de ses aspirations, de ses goûts, de ses rêves, bref, de ses choix de vie. La vie est le meilleur maître, le jeune enfant est son apprenti. Alors, je rappelle ici que c'est une figure de style, pourquoi pas, c'est une métaphore. Pourquoi je le rappelle? Parce que la réflexion ne dispense pas de donner des figures de style, parce que les figures de style, c'est un langage imagé qui peut être au service de l'appréciation ou bien de la dépréciation.
Et l'argument le plus convaincant nous est donné par le dernier jour d'un condamné qui grouille de figures de style de toutes sortes. Alors, la vie est le meilleur maître, le jeune enfant est son apprenti. Deux points à valeur explicative. Il doit seul apprendre à surmonter les difficultés de la vie pour se forger une forte personnalité dont le but ultime est de devenir plus autonome. Troisièmement, un jour ou l'autre, le jeune doit voler de ses propres ailes. C'est encore une autre métaphore. Le jeune doit voler de ses propres ailes, c'est-à-dire il doit se prendre en charge et se passer de ses parents qui ne seront pas ou plus. Donc il y a ici une nuance, qui ne seront plus, c'est-à-dire ils sont rappelés à Dieu, sont déjà morts, qui ne seront pas là, c'est-à-dire que le jeune va être obligé de se déplacer, d'aller par exemple poursuivre ses études ailleurs. On peut supposer également, que non, les parents ne doivent pas arrêter de décider à la place de leurs jeunes enfants. Donc nous sommes dans une position diamétralement opposée à celle de l'éducateur. Bien sûr, à chaque fois, on va éviter cette prise de position. C'est-à-dire les parents, ont plus d'expérience dans la vie et ils sont plus matures que leurs jeunes enfants. Pourquoi? Parce que la vie donne un avantage aux parents par rapport à leurs enfants, c'est l'âge, et c'est l'âge qui amène bien sûr la maturité et l'expérience qui donne la lucidité également. Sans l'intervention des parents, les jeunes se trouvent moins protégés et plus exposés aux dangers. Délinquance juvénile, pourquoi pas? Donc les aspects de cette délinquance juvénile, nous avons le vol, le tabagisme, le viol et j'en passe bien sûr. Les parents sont souvent des modèles à suivre pour leurs jeunes enfants. Alors en fait, je dis en fait, les deux avis sont aussi convaincants l'un que l'autre. Pourquoi? Parce que chaque position se fonde sur des arguments qui sont pertinents quand on les confronte bien sûr à la réalité. Donc on peut mettre ici certes, et là on va mettre mais. Alors quand on dit certes mais, on est dans un schéma concessif. Mais ce schéma concessif, on va le dépasser dans la conclusion vers une synthèse tout à fait personnelle pour mettre en œuvre un type de raisonnement parfaitement dialectique. À présent, on va vers la partie finale dans le traitement du sujet. Ceci dit, ceci fait, on va s'acheminer vers la partie finale dans notre démarche, dans notre raisonnement, qui consiste à faire quoi? Qui consiste à donner des consignes pour bien produire, c'est ce qu'on appelle bien sûr des critères de réussite, pour mieux réussir la production écrite aussi bien au niveau de la forme qu'au niveau du contenu. Alors, en ce qui concerne l'introduction, on propose, ce sont juste des propositions parmi d'autres, on propose de partir d'un constat général qui fait que depuis toujours et partout, les parents ont tenu un rôle non négligeable dans l'éducation des enfants. Donc ce constat général, il a le mérite de faire quoi? D'annoncer déjà le thème. Donc on parle ici de l'éducation des enfants. Un thème qui me rattache au sujet du départ, au libellé du sujet, et qui me garantit de ne pas être hors sujet, bien sûr. Progressivement, progressivement, je vais m'accrocher au sujet. À partir de la deuxième étape dans l'introduction, on va montrer le caractère controversé de la déclaration de l'éducateur. Faut-il, oui ou non, intervenir dans les choix des jeunes? Bien sûr, c'est un caractère tout à fait débattu, un thème tout à fait débattu. On va terminer l'introduction par une fausse question, sorte de presque passe-partout. A-t-on tort ou raison? C'est-à-dire à qui on va donner tort? À ceux qui interviennent dans l'éducation des enfants, à qui on va donner raison? À ceux qui n'interviennent pas. Donc c'est un peu problématique quand même.
Et nous avons ici le on, c'est un on de la généralisation parce qu'on parle ici, on parle des parents de manière générale. Pour ce qui est de la conclusion, généralement on recommande deux parties. La première partie, elle est impérative obligatoire. La deuxième partie, elle est facultative. La première partie, c'est la synthèse personnelle. C'est-à-dire que dans le développement et même dans l'introduction, on a affiché une sorte de neutralité. Mais dans la conclusion, on va se prononcer d'une manière plus subjective, c'est-à-dire donner son avis personnel par rapport aux problèmes posés par le sujet de départ. Donc, synthèse personnelle, en somme. Alors, ça veut dire quoi la somme? Quand on dit 2 plus 2 plus 2 font 6, 6 c'est la somme, bien sûr, de 2 plus 2 plus 2. Alors, en somme, il convient parfois, donc ce n'est pas toujours le cas, il faut relativiser quand même, parfois de décider à la place des jeunes enfants, mais tout en leur accordant la possibilité ou la chance de fonder la vie sur leur propre expérience personnelle. Donc on va aboutir au schéma suivant. Nous avons une thèse, nous avons une antithèse et nous avons une synthèse personnelle. Alors la synthèse personnelle, c'est un dépassement de la thèse et de l'antithèse. Pourquoi? Quelle que soit la pertinence de la thèse, quelle que soit la pertinence de l'antithèse, ils ont des limites. Donc on cherche ici à dépasser ces limites pour un point de vue personnel qui soit le plus convaincant possible, bien sûr. Donc on est dans le juste milieu et on va être forcément ici dans un raisonnement dialectique. Alors l'ouverture, c'est une ouverture parmi tant d'autres. Je dis qu'elle est facultative. Certes, elle l'est, mais c'est une valeur ajoutée en termes d'argumentation. Donc elle est souhaitable en quelque sorte. Dans nos jours, donc, on montre ici l'actualité du sujet, parce que même dans le libellé du sujet, dans l'affirmation de l'éducateur, il dit « il est temps », c'est-à-dire aujourd'hui, il est temps, donc on rattache ici le sujet à l'actualité. Donc dans nos jours, le rôle éducatif des parents n'est-il pas largement contrarié par les nouveaux moyens de communication? C'est une fausse question qui n'attend pas de réponse. Donc si c'est le cas, n'est-ce pas inquiétant? Et là, nous avons à la fois un point d'interrogation et une exclamation. Le point d'interrogation parce que c'est déjà ici une fausse question qui termine le sujet sur un constat négatif quand on confronte bien sûr l'éducation des enfants au nouveau à la réalité. Et nous avons également un point d'exclamation parce que nous sommes ici en train de communiquer une appréciation négative. Il est également recommandé de faire un petit rappel sur les procédés argumentatifs à utiliser. Ces procédés argumentatifs qu'on doit mettre en pratique au niveau de la rédaction doivent assurer plus de pertinence à la production écrite. Ils doivent également l'améliorer au niveau de la qualité de l'expression. Donc nous avons les liens logiques, l'exemple, la fausse question, la concession, la réfutation d'opinion, l'argument d'autorité sous toutes ses formes et couleurs, l'apostrophe et j'en passe bien sûr. Donc à partir de l'élaboration de tout ce travail-là, j'invite le destinataire à aller vers la rédaction, c'est-à-dire à rédiger un texte avec introduction, développement, conclusion bien sûr. Je suis ouvert à vos propositions. S'il y a des propositions qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire l'étude de texte ou bien la langue, pourquoi pas, on peut bien sûr s'y atteler dans une séance prochaine. Sur ce, on se quitte. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et particulièrement bonne santé en plein confinement. Merci à tous.